Bien, on va donc, dans cette deuxième partie donc, du quatrième chapitre, continuer à s'intéresser aux autres dispositifs à jonction. On va commencer donc par s'intéresser plus précisément aux contacts ohmiques. Alors, je rappelle ce que j'avais dit la fois précédente, dans la première partie du chapitre. On s'était intéressé aux contacts entre un métal et un semi-conducteur dopé N. Et on avait vu deux cas, selon la valeur relative du travail de sortie du métal et du semi-conducteur. Je vous rappelle toujours que ce point-là est défini par l'affinité électronique du semi-conducteur. Et c'est lui qui guide l'interface, bien sûr, entre le semi-conducteur et le métal. Donc on a vu deux cas. Un cas qui était contact ohmique, qui dépendait donc de la valeur relative des deux travaux sortis, et l'autre contact redresseur, dans lequel apparaissait ici une barrière à l'interface entre le semi-conducteur et le métal. Alors, contact redresseur et contact ohmique. Alors, bien sûr, dans les applications, tout ceci, évidemment, dépend des semi-conducteurs. Donc, dans le cas du silicium, le semi-conducteur est imposé. Mais vous voyez que selon la nature du métal, le contact va être ohmique ou redresseur. D'où le choix du métal afin d'optimiser les propriétés du contact. Alors ça, c'était pour un semi-conducteur dopé N. Donc pour être complet, j'ai mis ici le cas du semi-conducteur dopé P. Le comportement est un peu inverse avec celui du dopage N. Et donc on a dans ce cas-là contact ohmique. Et puis, au contraire, on a contact redresseur dans l'autre cas. Donc, vous voyez, les contacts pour les électrons et les trous se comportent de manière différente. Donc, le choix du métal pour un contact ohmique pour les électrons n'est pas forcément le même que le choix du métal pour le contact ohmique pour les trous. Vous voyez, ce qui peut quand même compliquer considérablement la technologie ensuite. Alors, on voit que la nature du contact est affectée par les propriétés du métal, par le travail de sortie du métal. Maintenant, est-ce qu'il n'existe pas une façon de surmonter cet handicap qui, vous voyez, pour la technologie peut être compliqué, hein, parce que le métal qui est le bon électriquement n'est pas forcément le moins cher. Hein, donc, et quand on fait des contacts sur des mètres carrés, voire des kilomètres carrés, ça peut avoir une influence considérable. En plus que les trous et les électrons ne se comportent pas forcément de la même façon. Alors, comment peut-on y arriver? Comment peut-on surmonter les problèmes de barrière, disons? Eh bien, en utilisant ce qu'on appelle des semi-conducteurs dégénérés. Donc, en termes simples, on va essayer de surdoper le semi-conducteur à l'interface. Et vous voyez que si on dope, par exemple, ici, c'est un semi-conducteur dopé N, vous voyez que ici, si on surdope la zone d'interface ici, en mettant ce qu'on appelle du N+, c'est-à-dire que le niveau de Fermi s'approche de plus en plus de la bande de conduction, voire même rentre dans la bande de conduction, ce qui correspond au dessin ici. Vous voyez que plus le niveau de Fermi va être proche de la bande de conduction, hein, on le voyait dans les équations précédentes où je donnais la largeur de la zone de la charge d'espace, eh bien, cette valeur-là donc dépend de l'affinité électronique, donc est fixe. Donc ce qu'on va jouer ici, c'est sur la pente de la barrière de potentiel, donc qui est liée à la zone de la charge d'espace. Plus on dope, en fait, plus W décroît, et donc la hauteur de barrière n'est pas affectée puisqu'elle est contrôlée par l'affinité électronique, mais par contre la largeur va diminuer de plus en plus de telle manière que des porteurs, des électrons ici, vont pouvoir traverser cette barrière par effet tunnel. Vous voyez, le jeu, l'astuce si vous voulez, c'est de surdoper de manière à réduire la largeur W que j'ai décrit précédemment, de fait que, puisque je ne peux pas jouer sur la hauteur de barrière qui dépend de l'affinité électronique, je vais jouer sur la largeur de la barrière et elle va être tellement mince que les électrons vont pouvoir la franchir par effet tunnel. Ça c'est à gauche et à droite, c'est le même comportement pour les trous. Donc on voit que si on est capable de surdoper, ce qu'on appelle les semi-conducteurs dégénérés, surdoper en particulier si on arrive à faire entrer le niveau de Fermi dans les bandes, soit de conduction pour les électrons ou les bandes de valence, et bien par effet tunnel, on peut en fait surmonter la présence de barrières de potentiel qui donc créent des contacts redresseurs, des diodes Schottky. Vous voyez que dans ce cas-là, et bien on arrive à créer des contacts ohmiques ou quasi ohmiques, même si on avait un contact type Schottky. Donc vous voyez l'importance des capacités de dopage. Vous voyez, disons que je fais une remarque, c'est un des problèmes pour réaliser des composants avec le carbone. Comme le carbone est très difficile à doper, parce que c'est un tout petit atome, donc il est très difficile de substituer des atomes proches, ben le fait qu'on a du mal à doper, on a encore plus de mal à doper les interfaces, donc on a beaucoup de mal à faire des composants. Vous voyez que là, c'est une espèce de recette qui permet de réaliser des composants avec des contacts ohmiques un peu dans tous les cas de figure. Alors, on voit en plus, et ça j'insiste sur ce point-là, parce que j'y reviendrai par la suite, on voit qu'un contact ohmique pour les trous, à droite, en fait, constitue ici une barrière de potentiel. Ici, on voit une barrière de potentiel pour les électrons.
On voit donc qu'un contact atomique pour les trous crée une barrière de potentiel pour les électrons. Alors ça sera à l'origine de ce qu'on appellera plus tard le back surface field, ou champ arrière, qui sera utilisé dans les photopiles au silicium cristallin. Donc voilà ici l'origine. Je vous remercie.